Penser à l'océan, dans quelque temps, reviendra peut-être à penser à un géant fatigué. Un géant aux eaux troubles et peuplé de filets abandonnés, aux plages recouvertes de déchets plastiques. Ce sera peut-être penser à des vagues qui portent l'écho d'un passé magique et celui d'un présent entaché d'erreurs humaines. Ou à des récifs coralliens blanchis et sans vie, à des zones mortes privées d'oxygène. Les chants des baleines, devenus murmures étouffés, traverseront un monde où leur espace se rétrécit. Ce tableau serait le fruit de nos actions et ce n'est pas qu'un récit. Pollution, surpêche, réchauffement climatique transforment peu à peu cet espace vital en un symbole de crise écologique. C'est pourquoi, dans ce deuxième épisode, nous vous invitons à embarquer avec nous pour comprendre les menaces qui planent sur l'océan. C'est le deuxième épisode de Radio Océan, le podcast qui aide à découvrir et comprendre le monde marin. Les enjeux liés aux océans sont nombreux et se complexifient chaque jour davantage. Alors, pour vous offrir une explication à la fois claire et pertinente, cet épisode se concentre en grande partie sur les témoignages et les analyses de Delphine Thibault et Sandrine Ruiton, toutes deux enseignantes-chercheuses à l'université d'Aix-Marseille. Une des premières menaces qui nous est venue en tête quand nous avons réfléchi à ce sujet est la surpêche. On sait que cette activité fait peser une pression énorme sur la biodiversité marine et qu'actuellement, environ un tiers des espèces qui vivent dans les océans sont victimes de surpêche ou sur le point de l'être selon le WWF. Ce phénomène met en péril non seulement les espèces en elles-mêmes, mais aussi l'équilibre fragile des écosystèmes, essentiel à la santé globale de notre planète. Mais comment cette activité a-t-elle pu se développer à ce point et comment cette pratique agit-elle sur les océans ? Alors la pêche, c'est quand même des activités qui sont assez anciennes. On avait de la pêche artisanale qui s'est transformée en pêche professionnelle et maintenant on a des bateaux qui sont quasiment capables de rester en mer pendant 1 an. C'est des grands congélateurs en fait qui flottent et il y a une attaque très forte sur un grand nombre de stocks de poissons, différentes espèces, pour l'alimentation humaine, mais aussi beaucoup pour l'alimentation des poissons d'élevage et des animaux d'élevage. Il y a beaucoup de pays où il n'y a malheureusement aucune limite. Et on le sait parce que ça a été observé dans différents endroits du monde. On a des activités de pêche qui ont mené à une déstabilisation complète du fonctionnement de l'écosystème. Un écosystème, c'est un ensemble d'espèces qui interagissent entre elles. Et si vous perturbez un compartiment, par exemple le compartiment des prédateurs ou le compartiment des herbivores, il va y avoir des répercussions sur tout l'écosystème. Donc, perturber la ressource, c'est une perturbation majeure sur le fonctionnement de l'écosystème. Et c'est entre autres le lien entre ces pêches de poissons, alors on peut parler de la sardine, de l'anchois, qui ont entraîné sur certaines côtes l'apparition massive de méduses par exemple. Il est vrai que plus de 800 millions de personnes dans le monde dépendent de la pêche pour leur subsistance, ce qui rend difficile la réduction de cette activité. Les pêcheurs se sont endettés et maintenant on leur dit ouais mais les gros bateaux que vous avez achetés, il faut les mettre à l'arrêt. Leur dire d'arrêter, non. Essayer de leur expliquer qu'il faut qu'ils pêchent moins, ils vont avoir moins de revenus. Donc c'est économiquement difficile pour les pêcheurs. Cependant, leurs réponses mettent tout de même en avant à quel point cette surpêche peut déséquilibrer totalement le développement des autres espèces et donc l'ensemble de l'écosystème. Il y a d'ailleurs une méthode de pêche particulièrement destructrice, dont on entend de plus en plus parler, le chalutage de fond. Tout d'abord, connaissez-vous cette pratique ? Et quels en sont les impacts ? Je connais le terme, mais je ne saurais pas les définir. Je crois que c'est quand ils mettent un filet de pêche au fond et ils ratissent tout et n'importe quoi. Alors. Les gros navires en mer qui polluent énormément, que ce soit les porte-containers ou les bateaux de croisière ou même les bateaux de pêche. En fait, les chaluts vont racler les fonds pour ramener le plus possible dans leur filet et du coup ça a pour effet de détruire l'écosystème, détruire surtout les habitats marins de nombreuses espèces. Alors le chalutage de fond, c'est une technique de pêche qui consiste à traîner ce qu'on appelle un art traînant. Donc c'est un filet de pêche qui est lesté avec des gros panneaux et une chaîne à sa base. Et ce filet va être traîné par un bateau qui est en surface. Et il va être traîné sur le fond. Le but, c'est de capturer les espèces qui vivent près du fond. Mais le problème, c'est que ces filets, ils vont dévaster, ils vont labourer le fond en même temps qu'ils prennent des poissons.
Alors nous, on en fait en pêche, on va dire, scientifique, mais quand c'est exploité d'un point de vue industriel, non seulement ça va prélever des très grandes quantités d'organismes, mais ça va venir détruire l'habitat, c'est-à-dire l'environnement dans lequel les animaux vivent et entraîner des répercussions sur un grand nombre d'espèces marines et même sur le fonctionnement même de l'écosystème. Ces filets, ils vont ramasser tout ce qui se présente sur le fond et même des espèces qui ne sont pas intéressantes pour être commercialisées pour la pêche. Et le problème, c'est que le temps que ces habitats se reconstituent, eh bien, ça prend énormément de temps et il y a des zones qui sont exploitées très régulièrement et les fonds marins n'ont pas le temps de se reconstituer. Et l'habitat lui-même de l'écosystème, c'est vraiment une base essentielle pour la vie et le développement des espèces. Donc si vous détruisez cet habitat, vous allez détruire tout le cortège d'espèces qui vit dans cet habitat. Ces impacts représentent une source majeure d'inquiétude pour les défenseurs des océans, qui voient en cette pratique une menace directe pour les espèces marines et, à long terme, pour l'équilibre des ressources dont nous dépendons. Il est alors légitime de se demander comment cette pratique est encadrée. Existe-t-il des mesures pour limiter les dégâts ? Alors ça dépend déjà des pays, il y a des réglementations différentes d'un pays à l'autre. Pour la France, le chalutage de fond est interdit trop près des côtes, en particulier pour la Méditerranée, le chalutage est interdit soit à moins de 5000 des côtes, soit à moins de 50 mètres ou 100 mètres de profondeur. Ça va dépendre de la configuration de la côte et des habitats qui sont présents. Donc en gros, ça veut dire que pour le littoral français méditerranéen, on a un cadre réglementaire assez précis qui permet quand même de préserver les fonds. Dans d'autres pays, c'est pas forcément la même chose, donc il peut y avoir du chalutage près des côtes sur des habitats qui sont très sensibles. À travers le monde, par contre, on a aussi des réglementations qui peuvent être très différentes. Il y a des pays où il y a zéro réglementation et auquel cas, tout et n'importe quoi va être fait. Et puis surtout, il y a des zones de l'océan qui n'appartiennent pas juridiquement à un pays. Autour des pays, vous avez des zones économiques exclusives. Et puis, en dehors de ces zones, c'est un petit peu le Far West. Ça va être à celui qui a le plus de moyens, les plus gros bateaux, qui va aller exploiter ces zones. Et alors là, on va dire tout est permis et c'est là où on va avoir des bateaux énormes et notamment des énormes chalutiers. Et qu'en est-il des zones protégées ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Que peut-on ou non y faire ? Tout dépend du statut de l'aire marine protégée. Et ça, c'est un sujet qui est complexe. En France, pour être une aire marine protégée, il y a une réglementation et il y a tout un tas de statuts qui fait qu'une zone peut être considérée comme une aire marine protégée. Ça va des zones Natura 2000, en passant par les parcs nationaux, les réserves intégrales, les parcs naturels marins. Donc en fait, il y a des statuts très différents d'une zone à l'autre, qui présentent des obligations réglementaires très différentes d'une zone à l'autre. Il y a des zones dans lesquelles il y a quasiment aucune réglementation et régulation, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Et puis il y a d'autres zones où il va y avoir une réglementation très stricte avec de la surveillance. En France, c'est vrai que on a tendance, et beaucoup d'autres pays d'ailleurs font la même chose, et ça c'est aussi des règles européennes, où l'Europe oblige par exemple les États membres à protéger 10% ou 20% de leur zone marine. À un moment donné, pour pas être mis à l'amende, il faut faire du chiffre. Donc en France, on a eu tendance, il y a une dizaine d'années, à créer des aires marines protégées immenses. Notamment, la plus grande aire marine protégée française, elle se trouve autour de la Nouvelle-Calédonie. C'est le parc naturel marin de la mer de Corail. C'est plus d'1 million de mètres carrés, donc c'est quelque chose d'énorme, dans laquelle il n'y a aucune réglementation stricte, et notamment la pêche y est autorisée, et notamment le chalutage y est autorisé. Il n'y a bien sûr aucune surveillance, parce que c'est trop vaste, et on n'a pas les moyens humains, nautiques, de surveiller de telles zones. Et voilà, donc ça, c'est typiquement des aires marines protégées qui ne servent pas à grand-chose, qui servent juste à faire du chiffre. Mais même sur le littoral français, ça existe. Par exemple, sur le littoral français méditerranéen, vous avez le parc marin du golfe du Lion, qui est en plus une zone Natura 2000, et qui va s'étendre assez loin au large,
Et même chose, il y a des équipes qui, sur le littoral, arrivent à être relativement efficaces sur certaines zones parce qu'ils font de la surveillance, ils font des suivis écologiques, ils ont des données écologiques. Mais pour les zones qui se trouvent au large, là, on arrive aux limites possibles avec les moyens dont on dispose et il n'y a rien qui est fait. Voilà, donc ça reste des aires marines de papier. Il y a un objectif d'étendre les zones fortement protégées, ce qu'on appelle les zones de protection renforcée. Au congrès de l'IUCN, il y a Macron qui a déclaré il faut qu'on augmente les zones de protection renforcée dans les aires marines protégées parce que c'est efficace. Donc en gros, passer à cette époque de peut-être 0,2% du littoral qui était fortement protégé à 5%. Donc passer de 0,2 à 5%, c'est colossal. Donc là encore, c'est en train de se mettre en place. Mais le résultat, c'est que pour l'instant, ils vont labelliser des aires marines protégées en zone de protection renforcée, non pas par rapport à des critères que nous, écologues, on attendrait, c'est-à-dire une réglementation stricte de la pêche, une surveillance stricte. Non, en ce moment, ils sont en train de labelliser comme zone de protection renforcée des zones qui sont réglementées, par exemple, où il y a des bouées pour le mouillage des bateaux et où on interdit le mouillage. Alors ça, c'est bien, ça protège l'herbier de Posidonie, ok, mais ça va pas protéger la ressource. C'est pas une vision intégrale de l'écosystème. Un écosystème, pour le protéger, il faut avoir des moyens d'action qui protègent de manière intégrale l'écosystème, de la ressource à l'habitat. Bon, l'herbier de Posidonie qui constitue cet habitat, c'est très bien, mais si on s'intéresse pas à la ressource, c'est pas écologiquement satisfaisant. Comme nous venons de le voir, les océans sont soumis à la surpêche qui les met en grave danger. Mais est-ce la seule menace que fait peser l'humain sur ce milieu et sur les espèces marines ? Je pense qu'il y a, mis à part le chalutage de fond, il y a tout ce qui est déjà tourisme, je pense, qui forcément a un impact sur les animaux. Tout ce qu'on peut verser dans la mer, qui pollue. Bien évidemment la pollution, en premier lieu les plastiques, les microplastiques, tous les dégazages sauvages qu'il peut y avoir, plus les accidents tels les pétroliers qui sombrent, tels que la Moco Cadiz, Erika, etc. Il y a le réchauffement des océans, l'acidification par les pluies et par ce réchauffement. Les recherches de pétrole. La pollution, en priorité à la pollution, après il y en a plein. Il y a différents types de pollution, soit les déchets de l'être humain qui sont jetés à la mer, soit le pétrole avec les plateformes pétrolières. C'est la poubelle du monde. L'homme est responsable d'une forte pollution qui a des répercussions directes sur les fonds marins, notamment à travers les déchets plastiques. Un chiffre exorbitant illustre bien ce problème. Chaque année, environ 19 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Ces plastiques ne se limitent pas aux côtes, mais affectent aussi la faune marine. Les animaux se retrouvent piégés dans les débris volumineux ou ingèrent des fragments qu'ils confondent avec de la nourriture, entraînant intoxication et décès. Ces plastiques pénètrent alors dans la chaîne alimentaire humaine avec des répercussions potentielles graves sur notre santé. Mais l'océan subit également de plein fouet la pollution chimique issue de substances comme le pétrole, les pesticides ou encore les engrais. Les catastrophes liées au pétrole telles que les marées noires font partie des pires formes de pollution marine. En plus des naufrages de pétroliers, certains navires pratiquent des dégazages illégaux en mer, en rejetant des eaux polluées utilisées pour nettoyer leurs cuves, aggravant la situation malgré l'interdiction stricte de ces pratiques. Les océans n'ont jamais été aussi pollués, et cette pollution génère des phénomènes comme le réchauffement des eaux et l'acidification. Des phénomènes complexes que nos intervenantes se sont chargées de nous expliquer. On peut parler des canicules sous-marines qui provoquent des mortalités massives de certaines espèces qui sont sensibles à la chaleur, mais aussi le déplacement des espèces, parce qu'il y a des espèces d'eau chaude qui vont trouver des conditions favorables dans les zones plus froides et perturber le fonctionnement des écosystèmes. Le réchauffement de la planète, l'augmentation du CO2 atmosphérique sont deux facteurs qui vont en fait jouer sur, on va dire, la composition même de l'eau. Et plus on a des eaux chaudes, déjà d'un côté, plus on va changer la distribution des courants. La distribution des courants dans les océans, elle est fonction de la température et la salinité des courants. Donc si on augmente la température, l'eau va devenir plus chaude, donc plus légère. Quand elle est plus froide, elle est plus dense. Et donc souvent elle coule en profondeur.
Le tapis roulant, il descend au fond et puis il remonte à l'autre bout de la planète et ainsi de suite. Donc il alimente l'ensemble des océans. Si on n'a plus cette plongée en profondeur, il n'y a plus de tapis roulant, quoi. Donc ça peut entraîner des modifications importantes sur les courants marins. L'autre chose, c'est que le CO2 atmosphérique, c'est donc un gaz qui est dissous dans les océans. Ce gaz, en fait, a un lien étroit avec le pH, donc le côté acide ou basique de l'océan. Donc une augmentation du CO2 atmosphérique et donc de la quantité de CO2 dissous dans les océans va de fait diminuer cette valeur de pH. Alors la diminution pour le moment elle est de quelques centièmes d'unité de pH. Elle est relativement faible. Donc est-ce que ça va perturber la fabrication, le maintien des structures? C'est des questions vraiment importantes qu'il faut tester. Dans l'avenir, ça peut être un problème, un changement de pH de l'eau, parce que dans le milieu marin, il y a énormément d'espèces calcaires, et le pH joue un rôle essentiel dans la formation des squelettes calcaires et la précipitation du carbonate de calcium qui constitue les coquilles des mollusques, les coquilles de nombreuses espèces planctoniques, le squelette des oursins par exemple. Voilà, c'est un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Outre les problèmes actuels, de nouveaux risques pourraient émerger dans les années à venir. L'exploitation minière des grands fonds océaniques en est un exemple. En juillet 2023, une réunion s'est tenue en Jamaïque pour discuter des conditions d'autorisation de cette activité. Bien que l'avenir de ce projet soit encore incertain et dépende des décisions des États, ce que l'on sait, c'est que cette activité pourrait avoir des effets irréversibles sur un environnement encore riche en découvertes. Car, comme mentionné précédemment, la compréhension des fonds marins est encore limitée, ce qui alerte les scientifiques sur les risques de cette exploitation. Ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'on parle d'exploitation minière ou alors d'exploitation de nappes de pétrole qui pourraient se trouver dans la croûte terrestre en dessous du fond océanique, tout ça entraîne des dégradations physiques des fonds marins. Dès lors qu'on va aller creuser pour faire des puits de pétrole ou pour exploiter de la ressource, on va forcément bouleverser les fonds marins et abîmer les habitats marins. C'est une agression physique sur les habitats, sur les écosystèmes. Sur le littoral français, l'État a réglementé et a interdit l'exploration et l'exploitation de ces fonds marins, mais il faut savoir qu'il y a toujours une pression internationale qui existe pour explorer, pour trouver des nouveaux gisements, etc. Et ça va être très compliqué de l'éviter. On parle aussi de l'exploitation des zones qui sont totalement préservées à l'heure actuelle. La zone arctique qui est sous la glace. Avec le réchauffement climatique, ces glaces disparaissent. Et donc ça ouvre des perspectives pour l'exploitation de ces fonds marins. C'est des zones qui vont devenir exploitables. Quelles répercussions ça peut avoir, c'est compliqué. Et puis il y a le retraitement à terre qui peut aussi avoir un impact environnemental très important. Donc c'est très loin d'être anodin et il faut quand même peut-être se poser la question en amont, est-ce qu'on en a vraiment besoin d'aller exploiter ces ressources? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Après, il faut comprendre que derrière tout ça, il y a des gros sous, quoi. Si c'est en zone, en ce qu'on appelle la zone exclusive de chaque pays, c'est sous la législation du pays. Donc il faut voir quelles sont aussi les lois locales. Est-ce qu'ils veulent protéger leurs ressources et donc limiter l'exploitation, ou est-ce qu'au contraire, ils veulent gagner de l'argent et ouvrir l'exploitation? Ce tableau, certes inquiétant, n'a pas vocation à nourrir l'éco-anxiété, déjà très présente chez les jeunes. Notre objectif est de susciter une prise de conscience. L'océan, qui couvre plus de 70% de notre planète, est essentiel à notre avenir et notre survie. Mais comment prendre conscience de son importance et des ravages qu'il endure si ce milieu reste méconnu et invisible? Mieux connaître l'océan, c'est aussi mieux comprendre sa nécessité pour l'ensemble de l'écosystème et par conséquent pour nous tous. L'océan, par exemple, est indispensable pour le cycle de l'eau. Tous ces services que rendent les écosystèmes, et notamment les écosystèmes marins, ce qu'on appelle les services écosystémiques, ces services sont rendus gratuitement à l'homme et sont rendus grâce à des écosystèmes qui sont en bon état. Si vous altérez ces écosystèmes, il y a plein de services qui risquent de devenir plus rares ou même ne plus du tout exister. Donc par exemple, le service lié aux ressources marines, le poisson qui est pêché à l'heure actuelle dans les océans, la production et la croissance des espèces marines se fait grâce aux écosystèmes et à leurs propriétés naturelles. Et donc l'homme va mettre des moyens pour aller prendre cette ressource,
Mais à aucun moment, ils payent pour la croissance des poissons. Plus de la moitié des ressources marines sont issues de ressources naturelles. Si on altère les écosystèmes, ces ressources naturelles, elles vont petit à petit se dégrader, pas disparaître totalement, mais être de plus en plus difficiles à exploiter. Un autre exemple, le cycle des éléments chimiques, notamment le cycle de l'oxygène et le cycle du carbone. L'océan, c'est une usine à fabriquer de l'oxygène, à recycler l'oxygène et également à recycler le carbone de l'atmosphère. Alors il faut comprendre que déjà les océans fournissent environ 70% de l'oxygène qu'on respire. Donc les grandes forêts équatoriales sont très importantes, mais le plancton ou le phytoplancton, donc les micro-organismes végétaux qui sont dans les océans et les forêts sous-marines sont extrêmement importantes pour fournir de l'oxygène à tous les animaux de la planète. Donc si on abaisse la quantité d'oxygène disponible, on aura des répercussions sur la survie des espèces animales. Bien sûr, ça peut avoir un impact aussi sur le fonctionnement même des écosystèmes. On a des zones, ce qu'on appelle d'oxygène minimum dans les océans. On sait très bien qu'il y a plus de poissons, que les pauvres bêtes qui étaient là, qui n'ont pas pu se déplacer, sont certainement mortes. Et ça peut entraîner comme ça des effets un peu boule de neige sur les profondeurs et des surfaces de plus en plus importantes. La prochaine extinction, si c'est l'être humain, ça sera que en fait une bonne chose, quoi. C'est le seul animal en fait à détruire son écosystème. Si vous n'aviez encore aucune idée de l'importance de nos océans pour la vie terrestre, nous espérons que les réponses apportées par nos expertes vous auront permis de le réaliser et donner envie de savoir comment conserver la richesse de ce milieu. C'était Radio-Océan, un podcast organisé par 3 étudiantes de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. On espère que ce 2e épisode vous a plu. N'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction, disponible dans notre bio Instagram sur le compte Radio-Océan, et on se retrouve très prochainement pour vous montrer que face aux problématiques dont nous avons parlé aujourd'hui, il est encore temps d'agir. Si on attend que ça nous vienne par le haut, ça ne marchera pas. C'est les petites actions qui un jour porteront leurs fruits.